Bonjour! Lors de la précédente vidéo, nous avions vu comment l'information génétique arrivait à s'exporter dans le cytoplasme. La transcription permet en effet la création des ARN messagers qui vont sortir du noyau pour aller contrôler la synthèse des protéines dans le cytoplasme. Il nous reste donc à comprendre comment cette synthèse des protéines se réalise et quel est le rôle précis de l'ARN messager là-dedans. Et pour comprendre tout ça, en fait, on va devoir parler du système de correspondance qui existe entre la séquence de l'ARN et celle de la protéine synthétisée. Et ce système de correspondance, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Alors, c'est parti. Pour bien comprendre ce qu'est le code génétique, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'est un langage codé. En fait, un langage repose sur l'utilisation de signes. Par exemple, la langue française à l'écrit repose sur l'utilisation de lettres, 26 en l'occurrence. Pour le morse, un autre langage codé, il y a que deux signes, le point et le trait. Comme pour le binaire, d'ailleurs, qui repose sur l'utilisation exclusive de 0 et de 1. Le problème, c'est que le nombre de signes dans un langage est en général assez limité, surtout pour le morse et le binaire, où il n'y a que deux signes différents. Donc pour pouvoir coder des informations plus variées, ces signes forment des assemblages. Par exemple, pour la langue française, les lettres forment des mots, et du coup on peut former des milliers de mots différents qui veulent dire tout plein de trucs. Et c'est pareil pour tous les langages. Pour le morse, les signes forment des assemblages, ce qui permet de pouvoir coder tout l'alphabet avec seulement deux signes. Idem pour le binaire, dont les assemblages sont appelés des octets. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quid de l'information génétique? En principe, vous le savez déjà, mais l'information génétique est codée par seulement 4 signes différents, les nucléotides. Pour les ARN messagers, on peut en effet avoir des nucléotides A comme adénine, des U comme uracile, des C comme cytosine et des G comme guanine. Chez l'ADN, on a des T à la place des U, mais en gros c'est la même chose. Alors du coup, ce fameux langage génétique, il sert à coder quoi? Eh bien en fait, il va servir à coder des protéines. Et les protéines, en fait, ce sont des chaînes d'éléments simples que l'on appelle les acides aminés. Et ces acides aminés, il y en a 20 en tout, dont les noms sont indiqués dans cette liste. Du coup, pour coder ces 20 acides aminés avec seulement 4 signes différents, il est nécessaire de faire des assemblages. Alors combien faut-il de nucléotides pour coder un acide aminé? Alors avec un seul nucléotide, on a vu que ce n'était pas possible, car il n'y a que 4 nucléotides pour 20 acides aminés. Avec 2, ce n'est toujours pas possible, car il y a seulement 16 possibilités de doublet, ce qui n'est pas suffisant pour déterminer les 20 acides aminés différents. En revanche, des assemblages de 3 nucléotides permettent 64 combinaisons, ce qui est du coup largement assez. Donc vous l'aurez compris, il faut en fait un assemblage de 3 nucléotides pour coder un seul acide aminé. Un tel assemblage est appelé codon, ou triplet. Alors du coup, on sait maintenant qu'un codon de 3 nucléotides code pour un acide aminé, mais il nous manque le système de correspondance, c'est-à-dire quel codon code pour quel acide aminé. Ce système de correspondance, il est universel dans le monde vivant, et on l'appelle le code génétique. Alors comment déchiffrer ce code génétique? Des scientifiques ont réussi à élucider ce mystère en 1961. Nuremberg et Mathaei réussirent à synthétiser des ARN messagers artificiels constitués d'un enchaînement de plusieurs nucléotides identiques, par exemple avec que des uraciles dedans. Ils ont mis ces ARN dans un tube à essai avec tout le nécessaire pour la synthèse des protéines. Et à l'issue de ça, ils récupèrent dans l'éprouvette les protéines, donc qui ont été créées à partir de ces ARN, et là, ils se rendent compte qu'il s'agit de protéines uniquement constituées du même acide aminé, en l'occurrence la phénylalanine. Du coup, ils en ont naturellement déduit que le codon UUU permettait de coder pour la phénylalanine. Et après, ils ont recommencé l'expérience avec d'autres types d'ARN. Les ARN, par exemple, uniquement constitués de cytosine. Et donc on a vu qu'ils permettaient la formation de polymères de proline cette fois. Donc on a déduit que les codons CCC codaient pour la proline, etc., etc., etc. Un peu plus tard, on a même réussi à créer des ARN panachés, par exemple des ARN constitués d'une alternance de C et de A, ce qui a permis du coup d'augmenter encore un peu plus la connaissance du code génétique. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, que l'on a réussi à déchiffrer la signification de chacun des 64 codons du code génétique. Je vous présente donc le code génétique dans sa forme la plus couramment utilisée, voilà. Alors comment on lit ça? En fait, la première lettre du codon se lit à gauche du tableau, la deuxième lettre en haut et la troisième à droite. Par exemple, pour le codon ACG, on va regarder la ligne correspondant au A, puis la colonne correspondant au C, et enfin la ligne de droite correspondant au G. Et à l'intersection entre ces trois champs, on retrouve notre codon, qui correspond donc ici à de la thréonine. Autre exemple, si on a le codon GAA, alors on voit rapidement qu'il sera responsable de la formation d'acide glutamique. Alors, quelques remarques quand même sur ce code génétique.
Déjà, on peut constater qu'en général, un acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents. Alors, on dit que le code génétique, il est redondant. Et ça, en fait, c'est pas tellement une surprise, hein, car je vous rappelle qu'il y a 64 codons pour seulement 20 acides aminés différents. Au passage, la langue française aussi est redondante, hein, car très souvent, une seule et même chose peut être décrite par plusieurs mots différents. C'est le principe des synonymes. En revanche, on dit que le code génétique est non ambigu, car un codon ne peut donner qu'un seul acide aminé. Contrairement à la langue française d'ailleurs, hein, pour laquelle un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Et enfin, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 3 codons qui ne correspondent à aucun acide aminé. Ces codons vont donc entraîner l'arrêt de la synthèse de la protéine. C'est pour cela qu'on les appelle les codons stop. Il existe en fait 3 codons stop, UAA, UAG et UGA. Voilà pour ce système de correspondance, ce fameux code génétique, qui fait le lien entre la séquence des nucléotides de l'ARN messager et la synthèse des protéines. Mais concrètement, on aimerait bien savoir comment ça se passe tout ça, c'est-à-dire comment ces ARN messagers sont traduits en protéines. C'est donc ce qu'on va voir maintenant. La synthèse des protéines, c'est ce qu'on appelle la traduction. Et cette traduction, elle commencera toujours sur le même codon, le codon AUG, que l'on qualifie donc de codon d'initiation. Et la traduction est assurée par un complexe moléculaire qu'on appelle le ribosome. Ce ribosome est au départ séparé en 2 sous-unités qui vont venir s'assembler sur le codon d'initiation. Puis, il va reconnaître les codons, et il va installer en conséquence les acides aminés correspondants dans 2 emplacements en son sein. Les 2 acides aminés sont liés, puis le ribosome va avancer sur le brin d'ARN, et à chaque avancée, il va polymériser un acide aminé supplémentaire à la chaîne. Et donc bien sûr, les acides aminés ne sont pas placés au hasard, mais ils vont respecter à chaque fois la signification du codon correspondant. Ainsi, le ribosome va parcourir tout le gène jusqu'à ce qu'il arrive sur un codon stop, et dans ce cas, la traduction s'arrête, le ribosome se dissocie, et la protéine est libérée pour aller faire ce qu'elle a à faire. Voilà, nous avons vu comment fonctionnait le code génétique. Donc on a vu qu'en gros, chaque acide aminé de la protéine est en fait déterminé par ce qu'on appelle un codon, c'est-à-dire un ensemble de 3 nucléotides. Il y a donc 64 codons différents qui codent pour 20 acides aminés. Du coup, forcément, en général, un acide aminé peut être déterminé par plusieurs codons différents. Et de même, il y a 3 codons stop qui correspondent à aucun acide aminé, mais qui vont entraîner, de fait, l'arrêt de la traduction de la protéine. Ce code génétique est appliqué par une grosse structure moléculaire, ce qu'on appelle le ribosome, qui va assembler les acides aminés en se basant sur la séquence des nucléotides de l'ARN messager. Et donc il faut savoir que ce code génétique est universel, donc en fait c'est le même dans tous les êtres vivants, et c'est ce qui permet notamment la transgénèse, c'est-à-dire le transfert d'un gène d'une façon à une autre. Voilà, donc on a vu comment, donc de manière concrète, comment on passait du gène à la protéine. Il ne reste plus qu'à aborder en fait un petit peu la complexité qui existe entre les relations entre génotype, phénotype et environnement, dans une dernière vidéo que je devrais sortir bientôt. Voilà, et je vous dis à bientôt.